Les verbomoteurs. Bonjour et bienvenue à votre émission qui décode l'actualité de la semaine. Ici votre animateur Simon Lessard en compagnie de mes trois chroniqueurs du magazine Le Verbe. Cette semaine, Antoine Malenfant, bonjour. Salut cette semaine, Simon. Ainsi que Benjamin Boivin. Bonjour, Simon. Et Laurence Godin-Tremblay. Salut, Simon. Merci à vous trois d'être avec moi aujourd'hui. Nous allons, durant la prochaine demi-heure, discuter ensemble de l'accompagnement des personnes souffrant de dysphorie de genre. Quels sont les écueils et incohérences de l'approche québécoise? Nous reviendrons aussi sur le phénomène grandissant des colis volés. Qui est ultimement responsable de ce nouveau fléau des colis volés sur nos perrons? Grand enjeu ici international. Mais tout d'abord, on commence cette émission avec une question et une loi qui divise bien des Québécois et des Canadiens depuis bientôt 5 ans. Benjamin Boivin, le 29 février dernier, la Cour d'appel du Québec a confirmé la validité de la loi 21 sur la laïcité de l'État. Par ce fait, la Cour déclare que l'interdiction faite à certains employés de l'État de porter des signes religieux est constitutionnelle. Ce jugement, Benjamin, est-ce que selon toi, c'est une victoire, on pourrait dire, du nationalisme québécois sur le multiculturalisme canadien? Bien, c'est certain que dans toute cette histoire-là, il y a deux visions de la société qui s'affrontent. La vision nationaliste qui s'est notamment appropriée toute cette question-là de la laïcité, et puis une vision multiculturaliste, plus trudeauiste finalement. Là. Généralement, les gens qui sont plus multiculturalistes sont généralement opposés à cette loi-là. Et bon, il s'agit d'une victoire en un certain sens, là, une victoire provisoire, parce que la loi est en train de faire toutes les étapes de la chaîne du système judiciaire. Elle a commencé en Cour supérieure, où la loi a été partiellement défaite. Là. Il y a une partie de la loi qui a été supprimée. Et là, elle se retrouve en Cour d'appel, où il y a seulement... La seule partie de la loi qui n'a pas été retenue après le jugement en Cour d'appel, c'est pour les personnes qui exercent la fonction de député. Donc, la loi, elle s'appliquait également aux députés. Et puis, à la Cour d'appel, on a décidé que c'était pas envisageable que cette loi-là puisse s'appliquer aux députés, puisque ça mettait des citoyens. Tous les citoyens ont droit d'être élus pour représenter leurs concitoyens à l'Assemblée nationale. Et là, ça mettait ces gens-là dans la position, finalement, oui, ils ont le droit d'être élus, mais une fois qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas le droit de siéger. Et donc, c'est vraiment la seule partie de la loi qui a été défaite par la Cour d'appel. Et puis là, on s'attend évidemment à ce que ça se rende jusqu'en Cour suprême, où on verra bien ce qui va se passer. Mais pour le moment, on pourrait dire qu'il s'agit d'une victoire provisoire pour le mouvement nationaliste québécois qui s'est vraiment agglutiné autour de cette controverse-là depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. C'est assez difficile, Benjamin, j'ai l'impression que tout le monde se range soit d'un côté ou de l'autre. Là. Tu parlais des deux clans, là, nationalistes ou multiculturalistes. Est-ce qu'il y a une autre façon d'envisager ce débat-là? Y a-t-il une troisième voie? Ben, de fait, je pense que c'est intéressant que ce débat-là ait lieu entre des nationalistes et des multiculturalistes, alors qu'en fait, le véritable enjeu de la loi 21, c'est le rapport entre l'Église et l'État, et en fait, plus profondément, le rapport entre la religion et la vie publique. Donc, pour un peu effacer, si on veut, la dimension religieuse, qui est vraiment la question centrale de la loi, on se retrouve à discuter de ça en des termes plus politiques ou plus culturels. Donc, il y a une espèce de jeu sur deux tableaux ici, là, parce qu'en un sens, on peut présumer, beaucoup de gens qui critiquent le gouvernement québécois vont dire que l'objectif de la loi, c'est pas tellement de renforcer la laïcité de l'État québécois, mais plutôt d'exclure le voile, en particulier le hijab, le voile islamique, de la vie publique autant que faire se peut. Le moyen qui a été trouvé par l'État, ça a été de l'interdire à certaines personnes en fonction d'autorité qui travaillent pour le gouvernement. Comparé à une laïcité à la française, c'est de fait une loi assez modérée, mais comparé à l'expérience nord-américaine, c'est une loi qui peut paraître radicale. Ouais. Et donc ça, c'est l'aspect qui est en fait plus culturel. Là. Je pense pas vraiment que c'est ce qui préoccupe les gens, à mon avis, autour de cette loi-là, c'est bien davantage une expérience peut-être négative ou des perceptions négatives de l'immigration, de la présence de personnes issues de minorités culturelles dans notre société. Est-ce qu'il y a vraiment une réflexion approfondie sur ce que ça signifie comme loi sur le rapport entre la religion et la vie publique? Je sais pas. C'est comme si cette loi-là présupposait que la religion est un danger d'une certaine manière. En tout cas, moi, il me semble que j'ai l'impression qu'elle attaque jusqu'à un certain point la liberté religieuse. Oui, mais je pense qu'on peut définitivement dire qu'elle attaque la liberté religieuse, en particulier des gens dont la religion a
pour effet, a pour exigence de porter des signes visibles, là, donc les musulmans, les sikhs et d'autres formes de religion. Autrefois, au Québec, il y avait quand même beaucoup de sœurs ou de prêtres qui portaient des signes visibles aussi. Oui, mais à la différence que, bon, dans ces cas-là, c'est pas tous les croyants chrétiens qui devaient porter des signes, mais effectivement, il y a encore aujourd'hui des personnes dans les communautés religieuses qui portent des signes visibles à travers un habit. Dans tous les cas, c'est certainement une loi qui a pour effet d'attaquer la liberté religieuse au Québec. C'est pas nécessairement en ces termes-là qu'elle est critiquée la plupart du temps, cependant. De fait, le discours de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec et de plusieurs dirigeants de communautés, de diverses communautés religieuses, juives, musulmanes, etc., vont tenir ce discours-là. Il est assez peu entendu, assez peu audible. La plupart des critiques qu'on entend viennent vraiment à partir d'une perspective multiculturaliste et libérale. Et je pense que cette dimension religieuse de la loi, qui est en un certain sens la dimension la plus importante, la plus fondamentale, c'est un peu le grand oublié du débat public. Est-ce que cette loi-là ne révèle pas un conflit entre, d'une part, la démocratie qui valorise la volonté de la majorité? On sait qu'au Québec, cette loi... un grand assentiment public. Là. Oui, exactement. Et en même temps, le besoin de respecter aussi les droits des minorités. Il semble y avoir, c'est un bel exemple de conflit ici entre majorité et minorité en démocratie. Ben oui, en Occident, on vit dans ce qu'on appelle des démocraties libérales, c'est-à-dire qu'on prétend à la fois que la société est gouvernée par le peuple, par les citoyens, et qu'elle est gouvernée par des principes juridiques, généralement. Là, c'est généralement organisé de manière juridique, qui ne peuvent pas être outrepassés, et ces principes-là sont appelés droits et libertés. Généralement, ils ont une facture idéologique, ce qu'on appelle un droit fondamental. Là, à l'exception de certains droits très particuliers, la Charte canadienne des droits et libertés couvre beaucoup plus large que ce que universellement on pourrait accepter comme des droits humains. Il y a une perspective idéologique dans notre compréhension des droits et libertés qui est bien établie même constitutionnellement. La Cour suprême, lorsqu'elle interprète une loi pour déterminer si elle est acceptable juridiquement ou non, elle interprète la loi et la Constitution à la lumière du multiculturalisme canadien. C'est important de le souligner. Et donc, il y a effectivement un débat entre une vision davantage populiste ou populaire de la vie politique, une vision davantage démocratique, qui est généralement partagée de fait actuellement dans la contingence de notre vie politique par les nationalistes, et de l'autre côté, une vision plus libérale qui est de soi relativement hostile à la démocratie où on l'entend en général, une vision plus libérale axée sur le multiculturalisme qui se méfie en général de la volonté populaire dans la mesure où on s'inquiète d'un conflit entre une majorité toute puissante et puis des minorités fragilisées. J'ai une question piège en terminant, Benjamin. Entre l'idole de la nation et l'idole de la diversité, lequel, selon toi, est l'idole la plus dangereuse? Je pense que toutes les idoles sont mauvaises et dans cette histoire-là, on politicien. Je pense qu'ultimement, si on veut me forcer dans un coin, je dirais que l'idole de la diversité est plus dangereuse que l'idole de la nation, dans la mesure où l'idole de la nation elle-même contient au moins dans son principe un certain désir d'unité, alors que si on fait vraiment de la diversité la fin de la vie publique, on la conduit vers une dissolution où il est impossible de vivre en commun. Il me semble que les deux aussi portent une certaine identitarisme, c'est-à-dire que le danger, c'est quand on fait de la diversité ou de la nation le cœur de son identité. Peut-être qu'une société qui a perdu justement la notion chrétienne d'être enfant de Dieu se cherche des identités autant à droite qu'à gauche. Oui, puis de fait, la notion plus élémentaire encore de bien commun, lorsqu'on fait du bien de la nation ou du bien de la diversité la fin de la vie publique, on s'éloigne de la perspective du bien commun, qui est celle qui généralement conduit au bonheur et à l'amitié civique. Bon, on est tous contre les idoles? Parfait, on est d'accord. Pas de choix. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Laurence Godin-Tremblay, la semaine dernière, le documentaire Trans Express, diffusé à l'émission Enquête de Radio-Canada, a suscité bien des réactions. Les journalistes y mettaient en lumière plusieurs écueils de la méthode transaffirmative au Québec, mais sans toutefois remettre en question l'idéologie du genre. Laurence, j'ai pas le choix de te poser d'abord une question piège aussi. Est-ce que tu es obsédé par l'idéologie du genre? J'ai l'impression que dans les dernières semaines et mois, tu reviens souvent sur ce sujet-là, comme si tu faisais une fixation sur ce sujet-là. C'est de fait un sujet qui m'intéresse, mais c'est pas de ma faute. Je voudrais accuser la société. Victime, je suis victime d'une obsession de la société, des gens en général. Je veux dire, c'est pas ma faute si Radio-Canada a décidé de faire un documentaire. Là. Les gens en général. Les gens en général en déjà parlent. Entendu dire des choses plus sophistiquées. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, en a parlé. Puis là, si tout le monde en parle, puis que je suis quelqu'un
qui fait partie du monde, il faut que j'en parle aussi, si tout le monde en parle. Donc, Ça me paraît un syllogisme. Donc, c'est d'abord les médias implacable. qui en parlent tout le temps, et Les toi, t'en parles médias, parce qu'ils en parlent tout le temps. Le pape a sorti dernièrement, Ah oui? le Oui. pape François a sorti dernièrement pour dénoncer l'idéologie du genre comme l'idéologie la plus dangereuse de notre époque. Donc, Ça le rendra pas populaire, ça. non, mais là, je cite le pape, mais c'est à droite ou à gauche. Hein? Jean-François Lisée, là, qui a écrit beaucoup sur l'idéologie du genre. Le Musée de la civilisation a fait une exposition. Donc, est-ce que je suis obsédée par le sujet? Je le trouve fascinant. Intéressant, important comme citoyenne, comme mère, mais comme philosophe aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de principes philosophiques derrière cette théorie-là qui sont fascinants. Laurence, quelles sont les principales critiques ou écueils du système québécois actuel là, dans l'accompagnement des personnes souffrant de dysphorie de genre et que le documentaire d'enquête a mis en lumière? Alors, le documentaire d'enquête est une surprise, là, parce que, bon, on sait que Radio-Canada, quand même, normalement, ne questionne pas tellement là, la théorie du genre. C'est intéressant comment ce documentaire-là est né. C'est Pascale Turbide, là, la journaliste, explique qu'elle a reçu beaucoup de lettres de parents préoccupés. Donc, c'est des parents qui l'ont comme contrainte de s'informer sur le sujet. Bon, qu'est-ce qu'elle a découvert? C'est qu'elle a découvert que la façon dont on applique disons, l'accompagnement des personnes souffrant de dysphorie de genre, c'est la méthode qu'on appelle transaffirmative. C'est-à-dire que on dit que dès que l'enfant a des besoins, il faut aller rapidement. Annie Poulain, sans façon, va notamment dire que, va toujours brandir cette statistique-là, elle va dire 93% du temps, quand les parents ont un accompagnement fort, c'est-à-dire quand ils affirment l'enfant. Là. C'est ça qu'on veut dire par accompagnement pour elle, là, c'est quand on dit « oui, tu as raison, puis on va procéder ». Il faut réduire les suicides. Donc, on met de la pression sur les parents pour aller plus vite dans le système médical. Mais ce qu'elle remarque dans les cas qu'elle a observés, c'est que, bon, il y a plusieurs choses, mais d'abord, il y a des problèmes de comorbidité, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui se présentent pour avoir une transition, qui disent souffrir de dysphorie de genre, mais on les évalue trop rapidement, puis on se rend pas compte, par exemple, que non, mais il y a aussi de l'anorexie, il y a de la dépression, il y a le trouble de la personnalité limite, ce qui crée des cas un peu... confus aux limites. Exact. Mais par exemple, il y a plusieurs témoignages de jeunes qui ont détransitionné, dont une, finalement, c'est ça qui... En fait, la raison profonde de sa transition, elle le dit à un moment donné, c'est qu'elle s'est fait agresser étant jeune. Puis elle s'est dit, si j'avais été un garçon, ça ne se serait pas passé. Mais elle, là, elle a fait 2 ans de testostérone, elle s'est fait enlever les seins. Puis dès la semaine suivante, elle regrettait de s'être fait enlever les seins. Un autre cas, et là, une chance, le parent est intervenu, le père, mais c'est une fille qui souffrait d'anorexie, qui aimait pas ses formes, ses seins, puis qui va voir le médecin, puis qui dit, ben dans le fond, j'ai juste à dire que je suis trans, puis on va m'enlever mes seins. À partir de 16 ans, c'est possible. Mais dans cette idée qu'il faut affirmer le jeune, le médecin était prêt à procéder à sa double mastectomie, à son ablation des seins. Si le père avait pas dit, ben c'est parce que vous devriez vous informer que ma fille est anorexique depuis ses 13 ans, etc., etc. Et quelle solution qui est proposée? Simplement de demander au médecin de faire plus attention? Ce qui est dans le documentaire marche vraiment sur des œufs. Là. Il est vraiment fascinant, il prend les témoignages puis tout ça, mais c'est plus des questions qu'il soulève que des affirmations. Mais on sent que l'idée, ce serait de se tourner vers des pays scandinaves comme la Finlande puis la Suède, qui, eux, avaient appliqué cette méthode transaffirmative ou le protocole hollandais, on met les enfants sur des bloqueurs d'hormones, on leur donne ensuite des hormones, du sexe opposé, etc. Puis ce qu'elle propose, c'est que ces pays-là qui étaient en avant de nous dans la transaffirmation, ils ont pris un pas de recul. Donc, ils ont interdit bloqueurs d'hormones, bloqueurs de puberté, excusez-moi. Ils ont interdit les hormones, puis ils ont interdit aussi les chirurgies avant 18 ans. Donc, ces pays-là qui étaient à l'avant-garde, après des études, ont vu, finalement, est-ce que la dépression est améliorée? C'est pas clair. Est-ce que le taux de suicide diminue? C'est pas clair. Donc, ils ont fait différentes analyses pour dire, on devrait prendre un pas de recul. Ça met en lumière, je pense aussi, Laurence, le fait que ce genre de problème-là, c'est un problème réel, la dysphorie de genre, et repose beaucoup sur une espèce d'autodiagnostic. Je pense que le documentaire met quand même ça en lumière, Laurence. C'est ça il y a un intervenant, là, un professeur de McGill, Samuel Vessière, qui le dit bien, là, c'est qu'à un moment donné, c'est clair que ça devient de l'autodiagnostic du patient et le médecin ne fait qu'affirmer. Là. D'où le fait même que dans une des interventions, ils vont envoyer une actrice, une fille de 14 ans, qui après 9 minutes sort
du bureau avec de la testostérone. 9 minutes de rencontre où on lui dit, bon, ben, tu veux pas d'enfant, c'est correct, on peut te donner de la testo. Puis ça va super rapidement. Un médecin qui ne fait qu'affirmer, ça me semble pas très médical comme approche. Mais c'est ça, c'est là qu'il y a comme un cul-de-sac, c'est-à-dire que le documentaire évalue pas cet aspect-là, parce qu'il évalue tout l'aspect médical puis tout ça. Mais ce qui serait intéressant, on attendrait la suite d'un autre documentaire, mais on attendrait la suite qui est plus, non pas juste regarder les conséquences et la manière dont on gère l'idéologie du genre puis les dysphories de genre chez les jeunes, mais quelque chose qui questionne, c'est quoi une identité de genre? Parce que par définition, on nous dit que c'est un ressenti subjectif, qui n'a aucun lien avec notre corps, mais qui n'a aucun lien non plus avec tes passions. Hein. Et si toi, Simon, t'aimes te maquiller dans tes temps libres, puis que moi, j'aime la mécanique automobile, ça ne nous rend pas nécessairement de genre différents. Là. C'est-à-dire, on nous dit que ça n'a pas rapport avec tes passions, pas tes intérêts, ça n'a pas rapport avec ton corps, c'est purement un ressenti subjectif. Mais de quoi? Il n'y a aucun moyen de le vérifier, il n'y a pas de critères, c'est propre à chacun. À partir de ce moment-là, comment un médecin peut évaluer quelque chose qui ne dépend que de la personne? Annie Pullen, sans façon, le dit bien, là, celle qui défend la théorie du genre, elle dit « Tout repose sur l'enfant, on n'est pas dans sa tête, le parent ne peut pas comprendre, ultimement non plus, un médecin, un psychologue ne pourra jamais comprendre. » Donc l'enfant est au-dessus des parents et même des médecins dans son diagnostic. De par la définition même de ce qu'est l'identité de genre, on n'a pas le choix de parler d'autodiagnostic. Donc, il peut y avoir des améliorations au sens où on pourrait écarter, OK, non, t'es anorexique, OK, non, t'as un trouble de personnalité limite, OK, on pourrait peut-être dissuader des jeunes, mais ultimement, il n'y aura jamais moyen de vérifier objectivement si la personne n'est pas dans le bon corps, comme ils disent. Expression plus ou moins étrange, là, en soi. Là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui n'est pas dans le bon corps? Là? Une âme, là? Puis là, on tombe dans un système métaphysique absolument fascinant et questionnable, là, parce que c'est aussi une âme qui serait en dualité complète avec le corps, là, qui n'aurait pas de rapport avec le corps. Donc, nier l'âme humaine, ce serait être transphobe, si je te comprends bien. Ben, un peu, parce que, en tout cas, il faudrait qu'ils me disent, je l'ai demandé à quelques médecins, là, durant cette semaine, tu sais, les médecins eux-mêmes vont utiliser des expressions. Ils vont demander aux jeunes, depuis quand tu sais que t'es pas dans le bon corps? Puis je leur ai demandé à certains médecins, quoi n'est pas dans le bon corps? Puis là, c'est comme si c'était la première fois qu'on leur posait la question. Mais c'est intéressant. Ils ont besoin de redécouvrir le concept d'âme immatérielle pour justifier leur théorie de genre. Exact. Puis en redécouvrant ça, on va voir si ça se peut vraiment une âme qui n'est pas dans le bon corps, s'il n'y a pas de lien entre l'âme et le corps, qui aurait fait ça, mettre pas une âme dans... Je veux dire, ça soulève plein de questions. C'est pour ça que je dis, il faut une suite au documentaire qui n'est pas sur les conséquences, mais sur les principes fondamentaux derrière cette théorie-là, des principes qui sont incohérents et qui mènent à l'autodiagnostic ultimement. On n'a pas d'échappatoire, là. Ça va tout le temps être de l'autodiagnostic si on part d'un principe subjectif comme l'identité de genre. Laurence Godin-Tremblay, chroniqueuse au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Merci. Antoine Malenfant, la semaine dernière, l'émission La Facture à Radio-Canada proposait un reportage sur le phénomène grandissant des vols de colis aux portes de nos maisons. On évalue que 119 millions de colis laissés sur les perrons ont été volés aux États-Unis en 2022, ce qui représente plus de 8 milliards de dollars canadiens en pertes. Le plus souvent, d'ailleurs, ça va être refilé aux consommateurs, ces pertes-là. Mm-hmm. Antoine, je me demandais, qui est responsable, au fond, de ce phénomène? Est-ce que, évidemment, c'est les voleurs, on s'entend, mais au-delà des voleurs, est-ce qu'on est une société qui produirait plus de voleurs? Est-ce que c'est les livreurs ou les vendeurs qui sont négligents? Est-ce que c'est nous, les consommateurs, qui sommes coupables de commander trop par Internet nos produits? C'est un peu tout ça, je dirais. Simon, là, t'as un peu fait ma chronique. OK, là, bon. Non, sérieusement, oui, un peu tout ça, parce qu'on voit dans le reportage, entre autres, là, de Radio-Can, qu'il y a peut-être, c'est une hypothèse, une espèce de connivence entre parfois les voleurs et les livreurs. Là. C'est sûr, il y a de l'information qui circule, je vais passer à telle heure, on prend la photo, puis entre-temps, il y a quelqu'un qui passe sur le perron, ramasser le colis. C'est un phénomène grandissant. Tu as donné quelques chiffres, là, juste pour donner une idée. C'était 1 Canadien sur 5 là, qui fait du commerce en ligne, qui achète en ligne en 2021, qui avait vécu ça. Puis là, c'était 1 sur 3 l'année d'après. Donc, c'est vraiment... Vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire voler un colis à votre porte?
Moi, je commande très peu, puis je pense que les gens seraient déçus de se retrouver avec un livre de philosophie, là, mais je dis ça comme ça. Ils ne savent pas avant, c'est un paquet surprise pour le voleur. C'est ça. Oh, un commentaire de Thomas Daquin. Non, on n'a jamais rien volé. Ah, bon, ça Moi, ne saurait tarder. Moi, Ouais, on m'a déjà volé, puis j'étais content parce que finalement, je le voulais plus, ce produit-là, puis je me suis fait rembourser. Mais c'est ça. En fait, c'est intimement lié au fait qu'on commande de plus en plus en ligne. Là, la pandémie a été une espèce d'explosion de ça, là, début des années 20. Là. Ça a vraiment cru comme phénomène. Alors, les causes profondes, Simon, du fait qu'il y a de plus en plus de voleurs, c'est d'abord le fait qu'il y a de plus en plus de commerce en ligne qui se fait. Est-ce que... qui est responsable de ça? Faut dire, tu sais, faut bien concevoir là, qu'on met à la vue de tous toutes sortes de produits. Des fois, c'est un iPad, des fois, c'est vrai que c'est emballé puis on sait pas ce qu'il y a dedans, mais quand même, si tu ramasses une dizaine de colis dans ta journée, il y a des bonnes chances d'avoir quelques trucs de valeur et pas juste des affaires plates comme les colis de Laurence. Alors, on met ça, et en ville, là, c'est assez... je sais pas, si j'étais un voleur, il me semble que je serais tenté de tenter l'expérience. Par contre, il y a beaucoup plus de caméras en ville aussi. Bon, c'est ça, mais tu sais, tu te mets un masque là, de COVID, là, je sais pas trop, puis le tour est joué. Une tuque, un masque. Une tuque, un masque, le tour est joué. Mais est-ce que les policiers peuvent vraiment combattre ça? Est-ce que c'est une de leurs priorités? Est-ce qu'il Pas faudrait tout. plus criminaliser, surveiller, punir le vol de colis? Bon, quand on voit les guerres de gangs là, qui sont en croissance dans les grandes villes du Québec, on s'imagine bien que les policiers ont d'autres chats à fouetter. Le vol de colis, là, ça reste des petits crimes, c'est dur à attraper, même si on met des caméras partout. D'abord, est-ce qu'on a envie de vivre dans une ville où il y a des caméras partout, on est filmé? Non, je pense que ça, c'est assez... tu sais... Tu as déjà filmé dans le trafic? Là? Ouais, c'est ça. Mais je pense aussi que il y a un recalibrage qui va se faire tranquillement. Là, on est à fond dans le commerce en ligne. Je ne veux pas faire une espèce de réquisitoire contre le commerce en ligne. Tu sais, ça existait. Je me rappelle quand j'habitais en région rurale, il y avait le catalogue Sears, il y avait une distribution aux consommateurs. On pouvait faire venir des produits chez nous. C'était livré par la poste. C'est pas si nouveau que ça. Alors, mon grand-père était laitier. Il passait de porte en porte pour livrer son propre lait qu'il produisait lui-même. Est-ce que des gens volaient les pintes de lait qui étaient sur les perrons? Peut-être, je sais pas. Mais ultimement, là, c'est sûr que c'est un phénomène, le commerce en ligne et les colis qui traînent sur les perrons, c'est tellement gros, tellement croissant que ça occasionne nécessairement ça, mais ça va occasionner aussi un espèce de recalibrage. Il y a des solutions là, qui sont avancées, par exemple, de mettre des espèces de boîtes de dépôt. Mais je pense que plus fondamentalement, là, si on fait un pas de recul, là, si on prend un pas de recul, on peut peut-être se servir de cet événement-là pour réfléchir au concept de vol en général. Hein, parce que quand on regarde l'enseignement de l'Église, là, le voleur, c'est pas juste le petit bandit qui ramasse le colis à Laurence sur son perron. C'est aussi tous ceux qui, dans la vie économique, ne tiennent pas compte de la finalité de la vie économique. OK? Et je pense que comme consommateur, on l'oublie. Donc, on fait des petits vols, nous aussi, quotidiennement, en ne tenant pas en compte que l'homme, l'être humain, est le but, le centre et l'auteur, mais d'abord, le but est le centre de toute vie économique. Et ce que j'entends par là, c'est est-ce que quand on consomme, quand on achète des bébelles sur Amazon, on a vraiment conscience de tous les acteurs de cette chaîne-là, de toutes les personnes qui vont être impliquées dans le commerce jusqu'à ce qu'on ait notre produit, ou on pense juste au fait que « c'est pas cher, je vais l'avoir rapidement ». Je pense que c'est d'abord ça qui guide nos actions économiques. Et plus on va être conscient de ça, plus on va pouvoir ajuster le commerce pour qu'il soit de plus en plus à échelle humaine. Puis peut-être, qui sait, réduire les tentations là, qu'on met sur nos perrons pour tout le monde. Ou avoir des petites boîtes avec un cadenas qui permet aux facteurs, disons, de déposer les colis en sûreté. Ça peut être ça. On le fait déjà pour les lettres. Il y a sûrement des solutions qui vont émerger. Je pense qu'on est juste dans une phase de recalibrage. Là, ça viendra bien. Je me demandais, Antoine, est-ce que c'est pas plus écologique de commander en ligne? C'est-à-dire, peu importe là, que ce soit... Est-ce que c'est pas plus écologique dans le sens qu'au lieu qu'on soit 100 à se rendre au magasin, c'est pas mieux qu'un seul livreur passe avec une unique voiture à 100 portes? Ça dépend de bien des affaires, parce que pour que le livreur ait ce produit-là, ça se peut qu'il ait fait le tour du monde 4 fois, là, et ça brûle du gaz. Aussi, le commerce en vrai, là, le commerce, disons,
pas en ligne. Là, si on est sans aller au Power Center là, ou au gros centre d'achat au Costco, ben là, c'est sûr, ça aussi, ça brûle du gaz. Mais si on est quelques-uns à aller à notre épicerie de quartier ou à notre fleuriste de quartier, c'est une autre histoire. Alors, je pense que on a tous un examen de je m'inclus là-dedans, on a tous un examen de conscience à faire sur notre façon de consommer. Ça n'exclut pas le commerce en ligne nécessairement, mais s'assurer que ça soit fait dans les règles de l'art puis dans un soin accru, dans une traçabilité aussi de ce qu'on achète, en s'assurant que tout le monde dans la chaîne de production et de livraison va avoir sa juste part, ce qui est clairement pas le cas actuellement. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, merci beaucoup. Plaisir. Antoine Malenfant, une suggestion culturelle pour cette semaine? Moi, il y a un groupe que je suis depuis le début des années 2000. Là. J'étais jeune dans ce temps-là. Moi, je suis rien depuis le début. C'est ça. Tu étais rien au début des années 2000. J'étais pas grand-chose. Ça s'appelle Vampire Weekend. C'est un groupe de New York, je pense. Ça sonne pas très catholique, là, des vampires de fin de semaine. C'est étonnant parce que... Demandez à Jean-Philippe Marceau, il en parle, des vampires. Et Dieu sait qu'il est catholique, cet ami du Verbe. Vampire Weekend, c'est un groupe vraiment fascinant qui avait des influences de Paul Simon, des années 80, là, vraiment un son world beat un peu très éclaté et qui a toujours eu la foi au cœur de ses textes. C'est assez étonnant. Le chanteur disait récemment dans une entrevue que, je n'ai pas été élevé dans la foi chrétienne, mais je vis dans une culture chrétienne et ça m'a toujours inspiré dans mes chansons. Et on le sent bien là, au fil de leurs albums, c'est un espèce de fil rouge. D'ailleurs, leur prochain album là, s'appelle Only God Above Us. Donc, je trouve que comme titre, Dieu seul au-dessus de nous, c'est assez chrétien. C'est à la fois une façon d'être très orgueilleux et très humble. Ah, c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça. Il y a juste Dieu au-dessus d'eux. C'est bon. Moi, je trouve ça sympathique. Et la musique est très bonne. Là. Je vous invite à découvrir ce band. D'ailleurs, on va les écouter parce qu'on se laisse cette semaine sur leur nouveau single Capricorn du groupe rock américain Vampire Weekend. C'est tiré de leur futur album Only God Above Us, apparaître le 15 avril prochain. N'oubliez pas que vous pouvez toujours réécouter, partager, commenter cette émission sur nos réseaux sociaux. Facebook, YouTube, visitez les pages du Verbe Média. Vous pouvez nous écrire aussi si vous avez des questions, des commentaires, des objections. N'hésitez pas à verbomoteur@le-verbe.com. Je remercie Marianne Martin et Marie Laliberté à la réalisation technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs.